Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau bilan de mi-saison. Je suis en compagnie de Paul Perard. Salut à tous. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de la fierté française du Renault F1 Team, une écurie qu'on plaçait très haut dans nos espérances en début de saison et qui nous a... Paul. Eh bien écoute, c'est la main sur le cœur, effectivement, que je vais parler de Renault aujourd'hui. C'est la fierté nationale, c'est ma fierté personnelle, c'est l'équipe que je soutiens, dont je suis sans doute le plus fervent supporter de l'équipe Multi 21. Tout à fait, ouais. Je suis aussi un fervent supporter de Daniel Ricciardo, donc pour moi les planètes étaient alignées pour cette saison. Et malheureusement, les planètes étaient alignées et on s'est craché sur l'une d'elles, quoi, hein. C'est comme ça qu'on peut résumer cette première moitié de saison. Effectivement, ouais. Alors si on résume un petit peu la qualification d'une Renault cette saison, 4ème au Canada pour Daniel Ricciardo, meilleure place en course cette saison pour une Renault, encore une fois au Canada, pas de podium. Très clairement de son côté. Et je vais essayer de parler d'une façon un petit... Il fait partie donc des 5 écuries qui ne peuvent déjà plus jouer le championnat du monde à mi-saison. Alors, est-ce que un regain de Renault, on est à penser au moment du Canada, ou est-ce que pour toi, à partir du moment où la machine était lancée dans le mauvais sens, c'était sacrifié pour la saison ? Pour moi, la saison est plus ou moins foutue. Alors, globalement, même si là, il trouvait une solution miracle, et on sait qu'en Formule 1, il n'y a pas de solution miracle en cours de saison, hein. Les solutions miracles, on les trouve d'une année sur l'autre en trouvant des failles dans le règlement. Mais pour moi, en cours de saison, il n'y a pas de solution miracle. Comme tu disais, ils ne peuvent plus être sacrés. Et puis, qu'on se le dise sincèrement, McLaren 4ème avec 82 points, ça va être compliqué d'aller les chercher, hein. Ils ont déjà plus du double, hein. Plus du double. Donc, s'ils arrivent à finir 5ème cette saison, c'est-à-dire aller rechercher la 5ème place de Toro Rosso, ce sera déjà pas mal, quoi. Effectivement, surtout que Toro Rosso a eu des très gros points scorés, notamment en Allemagne. C'est là où est un peu l'espoir pour Renault, mais déjà très loin avec le même moteur. Alors, on a beaucoup parlé du développement justement du moteur. Red Bull se sépare de Renault et arrive à gagner des courses. McLaren et Renault n'arrivent pas à scorer un seul podium. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, comme l'avait dit Red Bull, un problème de développement moteur chez Renault à Viry-Châtillon ? Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de développement moteur, en tout cas à Viry-Châtillon. Je pense que ce qu'a fait Red Bull et a magnifiquement joué là-dessus, c'est ils ont pris Honda un an plus tôt chez Toro Rosso et ils ont cassé 4 moteurs par week-end, quoi. Et globalement, ça a payé. Aujourd'hui, alors ils vont prendre des pénalités à la fin, on va pas se mentir, Red Bull aussi, mais ils ont un moteur qui tient à peu près la route, en termes de performance qui n'a plus à rougir comparé aux années précédentes. Ils ont tout compris et c'est ce qui manque aujourd'hui à Renault. Ils n'ont pas une équipe B ou junior ou quoi que ce soit, une petite équipe chez qui ils pourraient dire ok, on vous fait les moulins 50% moins cher. Par contre, vous allez sans doute en plier 3-4 de plus que la normale. Et c'est là où effectivement un partenariat avec une Williams, par exemple, pourrait prendre tout son sens, à savoir de toute façon, Williams, d'ici 2021, ils vont continuer de truster les fonds de grille. Tant qu'à faire, autant y envoyer quelques mulets de moteur un peu spécifiques, le casser 3 fois dans le week-end, mais au moins on sait ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Effectivement. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont un contrat béton avec McLaren qui fait que McLaren a exactement le même matos qu'eux, qui peuvent pas aller faire ce genre de tests chez McLaren. Et du coup, qui doit faire les tests? C'est Renault. Effectivement, et là on pense à la regrettée écurie Caterham qui avait été un moment évoquée comme étant écurie B de Renault. Ça ne s'est jamais fait, mais ça aurait été peut-être une des solutions. Voilà. On va passer au duo de pilotes, puisque forcément c'est un peu dans l'actualité. On sait que Hülkenberg, sa place est en danger. Esteban Ocon potentiellement pour prendre le deuxième siège. Alors, avant de me donner ton avis sur ces deux pilotes, rappelons quelques chiffres. En qualification, c'est 9-3 en faveur de Ricciardo et en course c'est 7-5 en faveur d'Hülkenberg. Bien évidemment il y a eu quelques abandons, mais de façon générale Nico Hülkenberg s'est quand même fait relativement écraser par Daniel Ricciardo. Pour préciser, Ricciardo classement est 11e avec 22 points et Hülkenberg 14e avec 17 points. Effectivement, la tendance est plutôt à Ricciardo.
Bon, est-ce qu'on est surpris? Non. Heureusement d'ailleurs que ça va dans ce sens-là, puisque Ricardo, quand on voit le prix qu'il le paye, heureusement qu'il est devant Hülkenberg. Alors pas de beaucoup, il y a eu quelques casses, quelques abandons qui font qu'il y a des gros points qui ont été ratés. Mais voilà, Ricardo, la tendance est clairement de son côté. Et je vais essayer de parler d'une façon un petit peu impartiale, mais en termes de qualité de pilotage ouais, de pilote, pour moi, Ricardo est quand même un poil au-dessus d'Hülkenberg. Et la hiérarchie est respectée, hein. Qu'est-ce que tu attends justement de ce duo pour la seconde partie de saison? Est-ce que tu vois Nico Hülkenberg, dont la place est en danger aujourd'hui, un peu sauver la mise, ou est-ce que ça va être encore tout dans le sens de Ricardo? Est-ce que Renault doit tout miser sur Ricardo au vu encore une fois du prix où il le paye? Pour moi, Ricardo pourrait être encore plus loin. On va prendre l'exemple tout simple, hein, de l'Allemagne, où Hülkenberg, une fois de plus, a raté un hypothétique podium. Les deux ont abandonné. Sauf que Ricardo, il a abandonné parce que sur casse moteur, on a bien vu que les 5 tours qu'il a fait au départ, il était 25 secondes plus lent que tout le monde. Et quand on voit le moteur lâcher derrière, on se dit, bon, les connexions se font assez facilement qu'il avait un problème dès le départ. Hülkenberg, il s'est foutu tout seul au tas. Alors oui, il a peut-être une pression, c'est explicable, les conditions étaient difficiles et autres, mais il n'empêche qu'il y en a un qui est sorti sur casse moteur et l'autre qui est sorti sur casse pilote, quoi. Donc oui, pour moi, Hülkenberg est en danger. Oui, il va falloir qu'il augmente son niveau. Ils peuvent continuer à scorer des gros points, hein. Les deux restent quand même réguliers. Mais pour moi, quand même, il va falloir que Hülkenberg augmente son jeu s'il veut garder sa place. Et le problème, c'est que Ocon, ça va être dans les starting blocks là, dès début septembre, je pense, pour une signature de contrat. Hülkenberg, s'il rate pas, pour moi, je pense que c'est foutu. Ouais, je commence à être assez d'accord avec toi, même si j'aime beaucoup Nico Hülkenberg. C'est vrai que l'exemple de l'Allemagne que tu donnes est absolument parfait parce que c'est frappant le fait qu'on croit pendant un moment du Grand Prix que Nico Hülkenberg peut enfin briser ses podiums et il fait l'erreur lui-même, il sacrifie lui-même son podium. T'as parlé de 2020 et je trouve ça assez intéressant. 2021, c'est l'arrivée des nouvelles règles aérodynamiques. Finalement, ce que doit faire Renault sur les 1 an et demi qu'il reste, enfin 1 an si on compte le début de développement de la voiture qui sera vers l'été prochain, qu'est-ce que doit faire Renault sur les 1 an qui restent? Est-ce que c'est développer le moteur? Est-ce que c'est continuer dans cette voie-là, sachant qu'il y a des règles qui arrivent dès 2021? Quelle orientation doivent-ils prendre? Est-ce que c'est prendre un nouveau pilote plus jeune comme Esteban Ocon pour pérenniser l'écurie après 2021? Alors, pour parler pilote, oui, pour moi, là, il faut vraiment qu'ils mettent un jeune. Ricardo, sauf s'ils arrivent à remonter la pente exceptionnellement ou qu'ils voient des choses, un potentiel pour 2021, pour moi, Ricardo va pas forcément rester. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais voilà, pour moi, il va pas forcément rester. Il faut qu'ils mettent un jeune qui tient la route derrière. Et puis ensuite, en vue de ce qu'on voit en F2, en F3, le temps qu'ils arrivent, qu'ils soient opérationnels, voilà, on aura un duo de pilotes qui sera à peu près prêt pour 2021. Pour moi, là où il faut qu'ils bossent, évidemment, le moteur, il y a quelque chose, quelques trucs à perfectionner, mais pour moi, on n'est plus sur. Ils sont plus complètement dans le gaz. Viry-Châtillon, j'ai l'impression quand même que ça va mieux. Ils ont un gros problème actuellement, mais le problème est identifié, ils bossent dessus, et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura un moulin qui tient à peu près la route. Pour moi, aujourd'hui, le gros problème, et c'est un problème qui est assez similaire à Ferrari, vous en parlerez sans doute dans une autre vidéo, Renault s'est complètement planté en termes aéro. À savoir, comme Ferrari, cette année, ils nous ont pondu une voiture avec assez peu d'appui et qui va assez vite en ligne droite, hein. On le voit assez, on crache sur le moteur et puis en fait, on regarde les résultats à la fin d'un week-end et puis on se rend compte que c'est une Renault qui a la vitesse maxi, la vitesse de pointe en course. C'est assez bluffant, mais voilà, en fait, c'est assez représentatif. Ils ont une voiture qui a assez peu d'appui. Pour étayer mes dires, hein, par exemple, vous noterez que Renault, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, est la dernière écurie qui n'a pas le fameux boomerang sur les batchboards. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux boomerang et le batchboard dans son ensemble est responsable de 15 à 20% de l'appui aérodynamique de la voiture, par différents effets qu'il a ensuite sur le fond plat. Euh, Aujourd'hui, c'est impensable de se dire, ils ont un problème d'aéro, ils ont un problème d'appui, ils ont une voiture qui est trop légère dans les virages et qui du coup bouffe ses pneus, etc., etc., etc. À quel moment les gars se disent, il y a une solution technique qui apporte plus d'appui que tout le monde a adopté et nous, on est les derniers loustiques à ne pas encore l'avoir.
Voilà, je suis pas dans les hautes sphères, je dis pas, je vais pas tirer sur Habit Bull, je vais pas dire il nous faut des têtes et tout, mais à un moment en termes de décision technique, à quel moment on se dit on a une solution qui marche, qui est prouvée par tout le monde l'a adopté, ça marche chez tout le monde, nous on a exactement ce problème-là, on sait quelle solution on peut adopter, mais on va pas le faire. Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être... Un exemple que tu nous as donné et qui est assez frappant, ouais, ça c'est totalement. Alors peut-être qu'après il y a des problèmes de corrélation en soufflerie, ce genre de choses, des problèmes techniques qu'on ne connaît pas forcément, qui peuvent effectivement expliquer certaines choses, mais à un moment, voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres avec Renault actuellement, où on est, je pense, en droit de se poser quelques questions sur les décisions. Pour moi, on crache souvent sur Claire Williams, côté Williams, sur les décisions, quand on sait qu'elle est tenue un peu par son board et qu'elle peut rien trop faire. Moi, c'est plutôt chez Renault que je vais me poser des questions en termes de management et de décision. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que le trio Nick Chester, Bob Bell, Cyril Abitboul, aujourd'hui c'est les hommes de la situation pour toi, ou est-ce qu'il y en a un des trois ou plusieurs des trois qui doivent être remplacés à court ou moyen terme? Alors, jamais à court terme. Pour moi, ce que fait Red Bull, notamment avec ses pilotes, le jeu de chaise musicale en cours de saison, il n'y a rien de pire pour tout le monde, pour les personnes concernées, mais aussi pour les équipes qui bossent autour, pour tout le monde. C'est vraiment sans doute la pire chose à faire. Donc plutôt à peser à la fin de l'année, à voir ce qui se passe. Mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que Cyril Abitboul, jusqu'à présent, il a plus ou moins tenu les objectifs. Renault l'année dernière est 4e. Alors il y a encore une large distance avec les 3 premiers, mais Renault était 4e. Donc il a amené Renault là où Renault voulait à peu près être à ce moment-là. Donc pour moi, effectivement, à voir à la fin de l'année si la barre a été redressée ou pas, s'il y a des explications qui ont été données, si on apprend certaines choses, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en back-office qu'on ne sait pas. Mais voilà, à la fin de l'année, oui, il y aura sans doute des questions à se poser. Effectivement, ouais, le bilan sera à faire en fin de saison et 2020 sera une année charnière pour Renault à l'orée d'une où toutes les cartes peuvent être redistribuées. Écoute, je te remercie pour ce bilan de mi-saison peu réjoyeux de Renault, il faut le dire. On est triste de le faire de cette façon-là, mais bon, c'est la vérité. Renault s'est planté sur sa première partie de saison. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous pensez de la première partie de saison de Renault, ça nous intéresse. À nous dire ce que vous pensez de la première partie de saison de chacun des deux pilotes. Est-ce que Hülkenberg doit être remplacé par Ocon? Est-ce qu'il doit rester à sa place? Est-ce qu'il comme elle est l'hypothèse de notre ami Paul. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et mon cher Paul, je te remercie de tous ces sur la Renault RS 2019 et sur l'écurie Renault. Et on se dit à une prochaine pour un prochain podcast de Multi 21. C'est toujours un plaisir. Salut. Allez, salut à tous.